Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Et si l'intelligence artificielle vous permettait de découvrir le parfum idéal, parfaitement adapté à votre peau, à votre odeur? C'est le défi relevé par mes invités à découvrir juste après ces titres. Une entreprise qui vient de remporter le prix de l'innovation responsable des trophées Innovation Leclerc, Place to Swap, solution d'économie circulaire à destination des marques que je vous présente tout à l'heure dans Smart Connect. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va analyser comment la filière automobile se transforme pour devenir plus éco-responsable avec notamment les marques Seat et Cupra. Mais d'abord, on se parfume sur mesure. Quand l'intelligence artificielle vous permet de découvrir des parfums, sont-ils parfaits, ces parfums? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec mes invités. Calice Becker, bonjour, bienvenue. Vous êtes créatrice de parfums, directrice de l'école de parfums Givaudan et vice-présidente de la Société internationale des parfumeurs créateurs. Arnaud Montet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable de la recherche consommateur d'IFF, IFF International Flavors and Fragrance. C'est une société qui existe depuis quand? Voilà, depuis les années 1850. Ah, j'adore les parfums Givaudan. Nous, je crois que c'est encore c'est 1700 quelque chose. Voilà, j'adore les histoires comme ça. Alors, Symrise, Pierre Guéros, bonjour, vous êtes parfumeur senior chez Symrise, c'est peut-être plus récent. Alors en fait, une des composantes de Symrise date aussi du XVIIIe siècle. Voilà, donc je suis entouré de marques vénérables et de marques qui innovent. C'est ça qui est passionnant dans l'histoire que l'on va raconter maintenant. Je vais commencer avec vous, peut-être une présentation de chacune de vos entreprises. Symrise, c'est quoi la particularité de Symrise? Symrise, c'est une société d'origine allemande qui est, comme toutes les sociétés de parfums, internationale depuis très très longtemps, et qui est à la pointe de toutes les innovations, à la fois dans la chimie verte, dans les nouvelles technologies liées à la parfumerie, à la palette éco-responsable, et également les nouvelles technologies que l'on utilise pour créer des parfums. Et notamment l'intelligence artificielle, on y viendra évidemment. Calice Becker, je ne sais pas, vous avez beaucoup de choses à nous présenter, mais peut-être l'école de parfum Givaudan, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La première chose de particulier, c'est que c'est la première. On vient de fêter ses 75 ans. C'est un parfumeur qui s'appelle Jean Carle qui a mis au point cette méthode parce que avant lui, les jeunes, ils apprenaient en fait en fonction de ce qu'on voulait bien leur partager avec eux. Mais il n'y avait aucune méthode. C'était vraiment très désorganisé, très désordonné. Et lui, il a commencé à mettre au point des tableaux. On sentait par comparaison, on sentait par nuance. Et tout était très structuré. On commençait par travailler des accords, etc. En fait, il a inventé un petit peu, pas le solfège, mais le solfège de l'apprentissage, en fait, de la parfumerie. Et donc, il a créé cette école il y a 75 ans, en 1946. On vient de fêter son anniversaire. Et puis, cette école n'a pas désempli depuis ce temps-là, et on a formé, on peut dire qu'on a soit formé quasiment tous les parfumeurs qu'on trouve dans le monde, soit les autres, ils ont suivi cette méthode puisque c'est l'unique qui existe. Arnaud Montet, petite présentation d'IFF aussi, pour poser le décor de chacun. Oui, donc IFF, avec une branche parfum bien entendu, mais qui s'appuie sur un groupe plus étendu pour répondre au challenge d'aujourd'hui, aux attentes de nos marchés, de nos consommateurs, la chimie verte, les biosciences, et donc aujourd'hui appuyé sur le rachat d'une partie de Dupont en biosciences pour arriver vers ces biotechnologies et transformer complètement notre industrie comme nous le faisons aujourd'hui pour répondre à tous ces impératifs. Donc, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est présente depuis longtemps dans votre entreprise? Oui, alors depuis 25 ans réellement, pour les premiers parfums qui ont pu être créés en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, chez nous, elle est partout, comme toute industrie, elle est partout. Donc, il y a le fantasme, effectivement, de tout ce qui est autour de la création et du remplacement de nos parfumeurs, ce qui n'est pas le centre de l'activité. L'intelligence artificielle accompagne nos fameuses transformations digitales, comme tout le monde. Donc, oui, bien entendu. Et dans la conception du parfum, c'est ce que l'on va détailler maintenant. Pierre Guéros, comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans le processus créatif, je parle vraiment du processus créatif. Alors l'intelligence artificielle fait partie de tous les outils dont je dispose pour créer un parfum
dans tout ce qui est un parfum, c'est-à-dire créer des émotions, être capable de créer du beau. On reste vraiment dans quelque chose qui reste dans le domaine des émotions et dans le domaine de l'esthétique. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme un booster de créativité. Je vois Philéra, c'est le nom de notre programme. Philéra, ok. Voilà, qui est le nom d'une déesse grecque. Comme quoi, avec des programmes très, très modernes, on peut aussi on fait un pont à travers les époques, ouais. Avec le passé. Et j'utilise donc l'intelligence artificielle pour me sortir de ma zone de confort, pour me proposer des surprises, pour, avec elle, dialoguer et essayer de créer des formules de parfumerie qui soient les plus novatrices possibles et en même temps les plus adaptées aux attentes du Mais alors, comment ça fonctionne? À partir de quelles données cette intelligence artificielle a été nourrie? Quelles sont les datas qui la nourrissent, en fait? Toute intelligence artificielle commence par récupérer ce qu'on appelle le big data, toutes les datas disponibles qui vont nous permettre ensuite d'imaginer avec un algorithme des solutions qui sont liées à cette banque de données. Pour nous, cette banque de données, ce sont l'ensemble des formules créées depuis des dizaines d'années qui sont évaluées avec un critère de succès, la vente de ces parfums, l'échantillonnage de ces parfums, et qui nous permettent de créer avec l'algorithme des formules dont on peut imaginer qu'elles aient un succès particulier. D'accord, donc ça repose évidemment en grande partie sur le succès, sur l'expérience des clients, des utilisateurs ou des utilisatrices. Calice Becker, vous avez chacun créé des parfums, mais c'est vrai que vous avez créé le parfum J'adore Dior, qui est sans doute l'un des plus vendus au monde aujourd'hui, avec ou sans intelligence artificielle? Non, à cette époque, on n'avait pas encore intégré ces nouveaux outils. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que ce même brief, j'aurais pu l'appréhender aujourd'hui avec nos nouveaux outils. On est dans une... Parce qu'on part d'un brief de la marque. Un brief, c'est une demande en fait. C'est une demande, une requête qui est plus ou moins figée parce qu'on travaille aussi ce brief, cette requête avec nos clients. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment aujourd'hui on retraiterait une même demande. J'ai 35 ans de carrière maintenant et j'ai vécu trois ères. Et l'ère dans laquelle on rentre est complètement fascinante, elle est complètement nouvelle. Il y avait celle où on travaillait nos formules à la main et on a eu l'apparition de l'ordinateur sur nos personnels, sur nos bureaux. Ouais. C'était incroyable déjà. Ça ressemblait plus à du Minitel, c'était des petites choses vertes qui se déplaçaient, vous voyez. Ouais. Et alors ça faisait quoi? Ça faisait un petit peu de calcul, ça faisait pas grand-chose, mais ça nous aidait déjà. Ouais. Parce qu'avant, les formules, il fallait les calculer à la main, au crayon, etc. Bon. Donc, et ça dure à peu près 30 ans. Et sur cette durée-là, l'outil nous a fait travailler d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est facile, puisqu'on avait des données enregistrées de nos formules, donc vous pouvez rappeler nos formules, faire des modifications, on peut rappeler des formules des autres et faire des modifications. Donc finalement, ça a donné, ces 30 dernières années, une parfumerie qui est assez incrémentale. C'est-à-dire, on passe de l'un à l'autre, mais finalement, il y a eu les grands changements, ils ont eu lieu finalement avant. Ils ont eu lieu avant qu'on ait eu ces ordinateurs-là. Je viens de reconstituer, donc pour les 75 ans de l'école, les parfums iconiques de nos anciens. C'était des créations mais extraordinaires, d'une audace, des choses complètement folles. Et ça a fait les six familles olfactives que l'on a aujourd'hui. Mais finalement, on est à part... Et c'est resté assez figé autour de ces familles. C'est resté assez figé. À part, il y a eu le Angel, qui est le premier gourmand, on est arrivé dans ces notes sucrées. Finalement, depuis, on est toujours un peu... Et alors, est-ce que vous diriez, pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous diriez que la révolution de l'intelligence artificielle, elle peut être aussi puissante que celle que vous venez de décrire? C'est ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Mais pourquoi? Alors, justement, c'est que maintenant, on sort de l'outil, l'outil est un peu le prolongement de notre cerveau. Et en fait, on se sert avec l'outil, ça nous amène à faire un certain geste. Donc ça, c'était avec notre ordinateur. Maintenant, nous, on a tous des manières très différentes de travailler et les routes sont incroyablement nombreuses. Mais nous, ce que l'on a vu, on a voulu remettre le parfumeur au centre de ce qu'on appelle son orgue. Parce qu'en fait, avant, il avait un orgue, il avait tous ces ingrédients qu'il attrapait et puis il les mélangeait. Et on a voulu le remettre là et en fait... et faire fi des formules qui ressemblaient à des fichiers Excel. C'est un ingrédient, une quantité, un ingrédient, une quantité.
et de composer comme un chef pourrait composer en allant sur son marché. Donc, on utilise bien sûr l'intelligence artificielle pour les algorithmes. On utilise aussi beaucoup la neuroscience pour pouvoir comprendre, ce que font les ingrédients aux consommateurs. C'est-à-dire le lien entre un parfum et les émotions qu'il... Déjà ça, et d'avoir des représentations différentes, pas que olfactives, mais visuelle, olfactive, et pas que juste le nom. Et ça nous aide en fait à attraper, à visualiser le parfum que l'on va faire, et du coup à visualiser la potentielle future émotion et à se débarrasser de ce qui a été fait avant. On n'est pas obligé de faire que ça. C'est une route, c'est une ouverture. Oui, et puis c'est un outil, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Arnaud Montet, pour Paco Rabanne, si je ne me trompe, vous avez utilisé ce qu'on appelle la créativité augmentée. Oui. Quel rôle ça a joué si on reprend le processus de création de ce parfum fantôme? Oui, alors ça a permis, et là je reprends les mots des parfumeurs, ce temps-là qui le dit, de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser les curseurs pour aller dans des territoires qui étaient relativement nouveaux, et donc de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser l'audace quelque part. Donc ils avaient cette volonté, mais aujourd'hui on a des contraintes multiples, nos parfumeurs en ont. Un développement de parfum, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On le développe pour plusieurs pays. Il y a des régulations, des réglementations variées. Il y a des goûts différents. Ça devient extrêmement complexe. Donc, en fait, l'intelligence artificielle va venir apporter toute cette aide dans ce qu'on appelle la partie de la formulation. Il y a la création, il y a l'idée créative, et puis après, il y a amener cette idée vers quelque chose qui va pouvoir aller sur un marché. L'intelligence artificielle va faire ce que faisaient, je dirais, souvent les apprentis dans les ateliers de peintres à l'époque, où on avait un peintre qui commençait son idée. Il y avait des apprentis qui étaient là pour l'exécution et pour le finaliser. C'est comme ça que ça se passait. On a un peu ça avec l'intelligence artificielle qui va venir aider pour amener l'intention créative du parfumeur à quelque chose qui va aller sur le marché. Et donc, typiquement, dans le cadre de Fantôme, on a su jusqu'où on pouvait pousser l'utilisation d'une matière première peu utilisé ou plus trop utilisé aujourd'hui dans la parfumerie fine. Et l'intention du parfumeur était de réinventer justement une famille olfactive en prenant cette matière-là. Et bien grâce à cela, quelle matière? Ça s'appelle l'acétate de styralyle, une note qui est assez rhubarbe, qu'on voit surtout en parfumerie fonctionnelle. C'est vraiment qu'on voyait plus trop et qu'il a voulu associer à la lavande pour revisiter la fougère, une fougère au masculin revisitée. Donc là aussi, c'était ça le brief de départ. C'est-à-dire que oui, on peut aller repuiser dans le passé, bien entendu, pour revisiter. Et l'intelligence artificielle a permis de savoir jusqu'où on pouvait aller, en apprenant de tout ce que l'on fait partout, en se basant justement des fameuses données, de ce que l'on fait dans le monde entier, dans ce que l'on mesure, dans ce que l'on enregistre, effectivement, dans ce que les gens nous disent, dans ce que l'on va voir, dans ce qu'ils ne nous disent pas, mais qu'ils ressentent, ce sont les approches effectivement de la neuroscience, et tout cela va nourrir l'intelligence artificielle. Ce qui est important par contre, c'est que l'intelligence artificielle, elle va digérer de l'information. Ce qui est important, c'est la qualité de l'information qu'on lui donne. Et pour ça, il est important d'apporter de la nouveauté dans l'information. Et nous avons des programmes où on relie tout ce qui vient de notre recherche-développement, parce que tous, nous avons de la recherche-développement qui va apporter de nouveaux ingrédients. Et ce sont ces nouveaux ingrédients qui, historiquement, ont fait l'innovation dans la parfumerie. Il y a toujours un ingrédient derrière un des grands classiques que l'on suit depuis 130, 140 ans, 150 ans. Eh bien, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle est pour nous d'aller explorer extrêmement rapidement, d'accélérer la connaissance de ce que l'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir sublimer un nouvel ingrédient. Et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation. C'est vraiment, il faut injecter de la nouveauté si on veut sortir de la nouveauté. Et ça, c'est très très important. L'intelligence artificielle n'est pas innovante en soi. L'intelligence artificielle analyse, comme on l'a dit, ce qu'on lui donne. Oui, c'est-à-dire, elle pourrait, grosso modo, elle pourrait faire un parfum. Mais ce serait le même que d'autres parfums ou la synthèse de plusieurs parfums qui ont été faits précédemment. Vous savez, des tableaux, vous pouvez faire votre portrait à la façon d'un Van Gogh. Ça se vend, hein, vous savez, il y a un marché de l'art. Oui, mais non, mais je parle de l'imitation. Fait par des robots. Je parle à la façon de tableau à la façon d'un Van Gogh. Vous pouvez en faire 850 000. Bien sûr. Pourtant, on continue à acheter des tableaux de peintres. Donc en fait, il y a vraiment une différence entre l'intention, entre l'émotion que vont faire passer nos parfumeurs et ce que l'intelligence artificielle va faire. C'est pour ça qu'on parle de création augmentée. C'est-à-dire on ne remplace pas le parfumeur, loin de là. On vient simplement lui donner des moyens d'aller plus loin, ou plus vite parfois, mais surtout plus loin. Les uns et les autres, vous créez des parfums pour des grandes marques, Pierre Hérault. Ça veut dire qu'il y a l'identité, il y a l'ADN de la marque, ça fait partie j'imagine, du brief initial. Là aussi, alors, pardon, moi j'arrive avec mes questions de béotien, mais c'est des données que vous rentrez dans l'ordinateur, dans l'intelligence
l'intelligence artificielle ou finalement, c'était ce que vous faisiez déjà avant et ça ne change pas grand-chose, quoi? Parce que, alors pardon de vous interrompre, mais je vais préciser un peu plus ma question. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques, évidemment, la data, c'est une richesse pour les marques. Donc, toutes les grandes marques récupèrent de leurs clients leur réaction face à leurs produits. Et donc, est-ce que ça influe sur le brief qui vous est proposé? Voilà ce que je voudrais en fait savoir. La collecte de ces données de résultats marché, c'est un peu différent de l'intelligence artificielle. Ouais. Ce sont deux domaines assez différents. Si on se cantonne à l'intelligence artificielle, en fait, on a parlé un peu d'hybridation entre le parfumeur et nos différents systèmes d'intelligence artificielle. Ouais. Et je pense que c'est ça. C'est quand on travaille pour une marque, quand on reçoit un brief, on a tout un prérequis de notre expérience personnelle, notre façon de formuler, notre style de formulation. Nous sommes 2 parfumeurs, il y en a souvent une petite quarantaine qui participent à un nouveau brief, à un nouveau projet. L'intelligence artificielle va venir en supplément de notre expérience personnelle pour pouvoir nous proposer, là encore on parlait de risque ou d'innovation dans l'imagination, nous proposer de créer cette hybridation entre nos connaissances personnelles qui permettent de répondre au brief et l'intelligence artificielle. D'accord, mais vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que l'une des critiques qu'on peut faire aux algorithmes, c'est alors pas forcément pour les parfums, hein, mais c'est de nous enfermer dans ce que l'on aime déjà, dans ce que l'on consomme déjà. Par exemple, quand on aime des séries, on va avoir toujours les mêmes séries parce qu'ils nous proposent. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là dans l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à vos métiers? Alors, ce que je trouve magnifique, c'est que dans l'intelligence artificielle, dans ce que l'on met dans ce moment-là, en fait, c'est des algorithmes qui traitent de la donnée. Oui. Après, on met ce qu'on veut dedans. Bien sûr, il y a des hommes qui les ont créés, ces algorithmes, accessoirement. Déjà, mais nous avons pléthore de routes pour arriver, pour explorer. C'est pour ça que je dis qu'on arrive dans une période formidable, c'est qu'on a une quantité de chemins incroyables à explorer. Effectivement, ceci existe et je suis agacée comme vous quand on va me proposer des choses parce que soi-disant j'ai déjà regardé quelque chose, on va essayer de me le recaser. Et on finit un peu par se rapetisser, quoi. Par exemple, pour notre outil qui s'appelle Carto chez Givaudan, on a choisi une route qui revient encore beaucoup plus en arrière, c'est de l'analyse de la donnée, mais pas de l'analyse humaine, mais de l'analyse physico-chimique de l'ingrédient. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous analysez exactement à propos de votre enfermement? Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez vous voulez utiliser des ingrédients, mais vous regardez toute la donnée de comment ils ont été utilisés dans toutes vos milliers de formules. On en a tous énormément. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un domaine d'utilisation, dire si vous utilisez ça va être utilisé à peu près toujours. Et là, ça enferme. Nous, ce que l'on a essayé de faire... Avec peut-être la tentation de faire un parfum dont on sait qu'il plaît à cette marque, à son univers et à ses clients. On pourra et donc à rester dans cette zone de confort, parce que ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure. Mais on peut revenir dessus. Mais d'après moi, ou d'après ce que l'on fait chez Givaudan, c'est d'essayer de commencer à plus d'une page blanche et d'essayer de trouver des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que notre fantasme, en tout cas le mien, c'est de trouver une nouvelle famille olfactive. C'est pas de retrouver un nouveau parfum qui marche. C'est de trouver... Il y a eu Angel qui a fait une famille olfactive, mais il nous en faut d'autres. Sinon, on est enfermé dans les mêmes styles. Imaginez le cinéma ou la musique, c'est comme si vous disiez finalement on a tout écrit parce que tout se situe, on fait plus que des variantes et des nuances, voilà. Donc et pour ça, on va essayer de trouver avec justement les données physico-chimiques de l'ingrédient, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'accord. Donc là, on retourne plutôt dans la physique, c'est-à-dire on retourne dans le solfège de la parfumerie, comme le solfège et pour la musique, pour voir qu'est-ce qui est possible. En musique, on sait qu'on a fait le tour des accords puisque c'est physique. En parfumerie, on n'a pas fait toutes les combinaisons des 5000 potentiels odorants que nous avons. Et il y a des combinaisons qui ne peuvent pas marcher ou dont on pensait qu'elles ne pouvaient pas marcher et qui peut-être vont se révéler, si j'essaie de bien comprendre. Il y a des combinaisons qui ne marchent pas, comme le petit Mozart, il disait « je cherche des notes qui s'aiment ». Alors il y a des notes qui ne s'aiment pas. Il y a des notes qui ont été forcées pour se faire aimer, et ça donnait des parfums un petit peu compliqués, mais bon, ça leur donne leur chic peut-être. Mais il y a des notes qui s'aiment, et je crois qu'on n'a pas trouvé toutes les notes qui s'aimaient. Les parfums et les émotions, je voudrais qu'on revienne là-dessus.
là-dessus, Arnaud Montet, parce qu'évidemment, c'est majeur. Est-ce qu'on a pu prouver, ou est-ce que c'est intuitif, que un parfum pouvait être lié à une émotion? Ah non, on l'a prouvé. On l'a prouvé. Et d'ailleurs, le rôle initial du parfum, si on remonte à l'Antiquité, c'est bien beaucoup plus spirituel. L'esthétique du parfum n'est arrivée qu'à la Renaissance. Donc avant, on est vraiment beaucoup plus dans le spirituel, dans le religieux. Donc on avait pris conscience du pouvoir d'évocation. C'est vérifié, validé, mesuré, puisque ça arrive dans les zones du cerveau les plus primaires, c'est-à-dire que les récepteurs olfactifs arrivent directement, et c'est le seul sens qui est arrivé directement, dans les zones du cerveau les plus primaires, qui sont elles-mêmes le siège des émotions primaires, qui commencent par la peur, le dégoût, le rejet. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la mémoire olfactive est la plus profonde, la plus durable, d'une certaine façon. D'où la Madeleine de Proust. Parce que c'est le siège des émotions et de la mémoire. C'est là que tout naît, et c'est d'ailleurs le premier sens qui se développe dans le ventre de sa mère. On a déjà, l'olfaction est déjà présente, ça a été prouvé aussi scientifiquement. Donc oui, le lien a été prouvé. Après, ce qui a toujours été notre cheval de bataille, ça a été de savoir quelles étaient les émotions suscitées par les ingrédients. Et pour ça, on a commencé en 1982, donc bientôt 40 ans de recherche pour essayer de mieux comprendre et de mettre justement à disposition de nos parfumeurs, dans leur palette, non seulement des ingrédients, mais en plus l'information sur l'émotion véhiculée par cet ingrédient. Alors ça a commencé dans les années 90. Polo Blue a été créé comme ça par l'un de nos parfumeurs en cherchant à être bleu. Donc en sachant quels étaient les ingrédients et en ne lui disant pas que faire. On ne formule pas pour lui. Mais dans la palette, si je devais peindre un ciel bleu, je prendrais des couleurs bleues. Je prends ces ingrédients-là, j'ai toutes les chances d'être bleu. Happy de Clinique est encore aujourd'hui perçu, mesuré. Et chaque jour, on le vérifie, est toujours mesuré comme étant un parfum qui inspire la joie. Et donc, voilà comment on a pu mettre. L'idée était de se dire, oui, c'est reconnu, les pouvoirs des parfums, des odeurs sur les émotions est très fort. Maintenant, comment peut-on faire en sorte de donner les éléments clés à nos créateurs pour pouvoir jouer avec ? Bien sûr. Question pour tous les deux. Vous pouvez répondre l'un après l'autre. Je commence avec vous, Caïs Becker. Le parfum sur mesure, à quel point on peut se dire qu'avec vos talents respectifs, mais aussi justement les données, donc peut-être des données plus personnelles, on peut créer un parfum sur mesure, par personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, difficilement, parce que c'est quand même très très long de composer un parfum. Composer un parfum, c'est exactement comme écrire un livre. Il vous faut un sujet, puis il vous faut une réalisation, il vous faut un style, il faut du travail, des relectures, etc. Un parfum, il peut y avoir des erreurs d'écriture, il peut y avoir on peut appeler ça des trous, ou il peut y avoir des erreurs d'affinité entre certains ingrédients dans leur évaporation, etc. Donc c'est très long. C'est très long. Imaginez, je sais pas moi, un peintre du XVIIe siècle, il peignait avec un tout petit pinceau comme ça. Et ça on ne peut pas lui dire, est-ce que vous pouvez me le faire rapidement, là, s'il vous plaît, parce que prenez une photo. Oui. Non, c'est long. Alors, on peut peut-être faire des raccourcis en mettant des paquets, des accords, et je crois que tous ceux qui prétendent faire de la parfumerie complètement sur mesure, c'est ce qu'ils font. Ils vous disent, vous aimez ça, c'est comme si vous aimez un menu, on va vous donner déjà ce que vous aimez, on vous met la sauce au poivre, vous ne voulez pas, on mettra la sauce Roquefort, ça ira très bien aussi. C'est un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Si on est vraiment très honnête, complètement sur mesure, à partir de zéro, écoutez, j'espère que vous pourrez vous le payer. Ça coûterait sans doute très cher, Pierre Guéros. Je crée mieux lorsque je crée pour des gens que j'ai déjà rencontrés. Je crée mieux pour des marchés quand j'ai déjà visité un pays, une ville. Je crée mieux quand j'ai déjà pu discuter avec le directeur artistique d'une marque ou le designer d'une autre. Ce lien humain, je pense, qui définit vraiment ce qu'on fait au quotidien, est extrêmement important. Et créer un parfum sur mesure voudrait que l'on rencontre, comme le disait Calice, chaque personne pour qui on créerait un parfum. Et là, on atteint les limites de notre temps disponible. Mais en tout cas, c'est là que l'intelligence artificielle revient dans notre débat, parce que vous avez créé, ça s'appelle Carto, c'est ça, le Carto. C'est une sorte de robot, pardon de vous interrompre, je vous redonne la parole tout de suite, mais lié à une intelligence artificielle. Moi, je me projette dans le futur, j'arrive, le robot m'analyse ma peau, mon odeur, etc., et crée et me propose un parfum. Oui, on n'en est pas là, parce que c'est vraiment le parfumeur qui crée son parfum. Le robot, il est là, comme l'a dit Arnaud, pour
pour donner tous les raccourcis de toute l'intelligence collective que l'on a collectée depuis 40 ans et de la mettre au bout des doigts du parfumeur. Mais c'est quand même lui le créateur. Et donc cet avenir-là, que moi j'imagine, j'adore faire ça dans cette émission, à me projeter à 10, 20 ou 30 ans, vous l'imaginez vous aussi ou vous pensez que c'est pas possible ? Moi, je pense qu'il y a un lien émotionnel, humain. Il y a quelque chose de sensuel, voire parfois de sexuel dans notre relation avec le parfum et l'odeur. Je pense que ça restera toujours. Nous sommes des animaux et que l'intelligence artificielle pourra nous aider à formuler plus rapidement, peut-être. Nous aider à formuler peut-être dans un certain cadre. Mais en tous les cas, cette relation que les gens ont avec le parfum, qui est une relation sensuelle, l'intelligence artificielle ou pas, ce sera toujours pareil. Eh ben, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était passionnant de découvrir vos métiers respectifs et la façon dont ils se nourrissent des technologies. On change de thème tout de suite. Smart Connect, on va parler d'économie circulaire. Smart Connect, les mutations du e-commerce tout de suite. Je vous présente mon invité Lucie Soulard, bonjour. Bonjour Bienvenue, Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Place to Swap. Vous l'avez créé quand ? Avec qui ? Tiens, on va pouvoir citer le cofondateur ou la cofondatrice et puis surtout avec quelle idée ? Alors, Place to Swap a 5 ans déjà, et l'idée donc, que j'ai effectivement menée avec mon associée Stéphania Larrañaga part d'un constat, celui du fait que le marché de l'occasion explose et que jusqu'à maintenant, il n'était absolument pas maîtrisé par les marques. Donc l'idée nous est venue de transformer ce qui pouvait apparaître comme une menace en opportunité business pour proposer aux marques de continuer à croître et d'avoir du coup une proposition de valeur alignée avec les nouvelles attentes. Et alors quand on parle d'occasion pour des marques, c'est quel secteur d'activité, à qui vous vous adressez en fait ? Alors le propre de notre solution, c'est qu'il s'adresse par définition à tous les secteurs qui sont touchés par cette problématique de l'occasion, mais en particulier quand même la verticale de la mode, puisque c'est vraiment là où l'usage s'est le plus développé. Mais on peut aussi parler de puériculture, de bricolage, de sport évidemment, qui sont autant de secteurs touchés par ce phénomène. Alors ça marche comment, Place to Swap, c'est quoi ? Alors Place to Swap, c'est une plateforme en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques et qui permet aux consommateurs de s'échanger leurs produits d'occasion, mais également aux marques de remettre en ligne leurs produits invendus, des produits reconditionnés, tout ce qu'on appelle en réalité la zone grise, un peu les stocks dormants, pouvoir les remettre en ligne sur une plateforme unique. Seconde vie. Oui, ça peut être un produit qui a été acheté, ramené parce que c'était pas la bonne couleur, ça correspondait pas, et en fait, il n'a même pas été porté une fois. Quoi. C'est exactement ça. C'est l'un des cas d'usage. Ce cas d'usage, retour consommateur, magasin ou e-commerce, un produit dont on ne sait pas vraiment quoi faire et qu'on remet en ligne sur cette plateforme. Oui. Donc ça, c'est on va dire la gamme de clients ou de secteurs, mais la seconde main, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la seconde main ? Dans quel... alors, on va peut-être parler de la mode, c'est peut-être ce qui va ressortir en premier. Dans quel secteur c'est le plus avancé dans les usages, je veux dire? Dans les usages, c'est évidemment la mode, effectivement, avec le mastodonte, le rouleau compresseur qui est Vinted. Vinted, aujourd'hui, c'est 23 transactions à la seconde. Enfin, c'est absolument vertigineux. C'est un marché qui croît entre 10 et 15% par an. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné pour dire aux marques, reprenez ce qui vous appartient, votre image, vos produits, vos consommateurs, en l'intégrant de manière forte à votre proposition de valeur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui n'imaginaient pas se lancer, vous voyez, dans finalement le défi de l'occasion, en se disant mais c'est contre-intuitif, on ne veut pas y aller, et qui commencent peut-être justement parce qu'il y a le succès de certaines marques dans la mode, à se dire bah oui, il faut qu'on y aille, c'est évident, quoi. Ce qui est évident, c'est que la pandémie a vraiment accéléré cette prise de conscience. On voit énormément d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Nous-mêmes, nous avons gagné la semaine dernière un grand prix de l'innovation au Trophée de l'innovation Leclerc, ce qui montre que des énormes acteurs, des mastodontes de l'industrie sont en train de se lancer et se rendre compte qu'elles n'ont d'autre choix en réalité que d'intégrer ça à leur offre. Ça veut dire que même la grande distribution va imaginer des corners, des espaces, ça existe déjà pour certains, qui sont destinés à la seconde main en fait. Alors voilà, comme vous l'avez dit très justement, cela existe déjà, mais nous avec notre solution, on digitalise
tout ça, Oui. on multiplie également les cas d'usage. Pour nous, la force de la plateforme, c'est vraiment d'intégrer et de faire participer le consommateur dans cette démarche et ne pas être dans une démarche uniquement descendante depuis la marque. Donc c'est vraiment ça qu'on propose, un cas d'usage où le consommateur intervient et un cas d'usage où le distributeur ou la marque peut remettre en ligne ses produits. Et d'ailleurs, c'est quoi la part dans le business ou le plus de business que vous proposez, la marque échange de consommateurs, la part échange de consommateurs et la part retour gérée par la marque elle-même? C'est du 50-50, c'est du 20-60? Alors les pourcentages, justement, c'est des choses qu'on est en train de mesurer. Oui. C'est vrai que l'usage Vinted a fait rentrer les marques par le C2C en premier. Nous, on continue à croire énormément au C2C, encore une fois, mais en ajoutant des touches très importantes qui sont la maîtrise de l'image pour éviter l'effet un peu fourre-tout qu'on peut avoir chez un Bon Coin ou même sur un Vinted. Donc, on dit aux marques, reprenez ce marché du C2C et réintégrez également votre valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée, c'est la possibilité de reconditionner, de remettre en état. Et notre pari, c'est que justement, à terme, on sera sur un 50-50 entre les deux marchés. Vous êtes labellisé Bicorp. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est important pour vous? Alors pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment la traduction de notre mission, celle qu'on s'assigne depuis le premier jour, c'est-à-dire accompagner les marques dans leur transformation vers un modèle circulaire. Donc c'est un label qui récompense des entreprises à mission qui ont vraiment cette mission d'accompagner la transformation. Et donc voilà, ça illustre en tant que start-up ce qu'on souhaite mettre en place. Si on se projette un peu, Place to Swap, vous l'imaginez où dans 5 ans? Dans 5 ans, écoutez, je ne sais pas si on sera la prochaine licorne, mais en tout cas, on aura fait en sorte que l'achat d'occasion devienne aussi naturel que l'achat de neuf dans n'importe quelle plateforme existante. Le jour où on pourra dire ça, je me dis qu'on aura fait déjà une grosse étape. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de recrutement, par exemple? Ça veut dire qu'on est en phase effectivement d'accélération pour pouvoir promouvoir et déployer ce message beaucoup plus facilement. J'en profite d'ailleurs, l'occasion est trop belle pour annoncer qu'on a justement lancé une nouvelle offre qui permet aux marques et aux distributeurs qui pourraient encore hésiter à se lancer, à faire une offre un peu qu'on appelle quick win ou starter, pour pouvoir mettre en place ce type de solution de manière rapide et efficace. Ça veut dire quoi, rapide et efficace? Ça veut dire 1 à 2 mois maximum de mise en place. Ça veut dire surtout une maîtrise de l'image. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est des écueils qui avaient pu être soulevés sur la notion de C2C. Donc là, aujourd'hui, on arrive avec une offre. On vous dit, vous hésitez? N'hésitez plus très longtemps, en 2 mois on sera prêt. Et voilà, c'était le message de Place to Swap. Merci beaucoup, merci Lucie Soulard d'être venue dans ce numéro de Smart Future. On va marquer une courte pause et puis on continue de parler d'éco-responsabilité, mais dans le secteur de l'automobile. La seconde partie de ce Smart Future, on explore la ville intelligente et les nouvelles mobilités. Tout à l'heure, on découvrira le skateboard. Faut-il appeler ça un skateboard, une voiture? Vous verrez, c'est très étonnant, développé dans le cadre d'un partenariat entre Accor Citroën et JC Deco. Je crois qu'il aurait même surpris Marty McFly dans Retour vers le futur. Mais d'abord, on se concentre sur les efforts de la filière automobile pour devenir plus éco-responsable. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. L'avenir de la filière automobile, comment elle se transforme pour devenir plus éco-responsable? Voilà le thème de notre débat tout de suite avec Élise Remarque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing des marques SEAT et Cupra, du groupe évidemment Volkswagen. Xavier Oran, bonjour. Bonjour vous êtes Thomas. le délégué général du CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Peut-être avant de détailler les actions menées par vos marques, comment vous définissez l'éco-responsabilité dans le secteur auto, pour un constructeur auto? La facilité, ça va être de se dire, il y a ce mouvement majeur, et peut-être assez violent d'ailleurs, vers le tout électrique. C'est plus compliqué que ça? Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque la transition vers l'électrique aujourd'hui est une transition qu'on vit, qu'on porte, mais qu'on subit aussi, puisque les nécessités font loi. Mais de manière plus globale, l'éco-responsabilité, c'est avant tout une conscience qu'on va essayer de décliner sur tous les aspects de nos métiers, que ce soit en matière de marketing, que ce soit en matière de fonctionnement dans les réseaux au quotidien, et sur toutes les actions qu'on va pouvoir mener sur tous les plans de notre fonctionnement. Donc c'est une vision, en fait, c'est une vision globale, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument. D'accord. Xavier Oran, quand Emmanuel Macron donne l'objectif de, alors j'ai vu ça, c'était dans
dans sa conférence France 2030 de 2 millions de véhicules électrifiés en France en 2030. Vous dites quoi? C'est trop ambitieux, on va y arriver, c'est impossible à atteindre. Ça a été quoi votre première réaction? Je sais qu'il y a une pression très forte des pouvoirs publics en France et en Europe. On est dans une pression effectivement d'ordre historique en fait. Oui. C'est une révolution, ce que nous sommes en train de vivre, au sens le plus entier du terme. Et dans toute révolution, il y a toujours une part d'ombre et de lumière. Et je pense qu'il faut retenir la lumière. La part d'ombre, on pourra peut-être y revenir, parce que toute révolution a sa part de risque, mais je pense qu'il faut surtout retenir aussi sa part d'opportunité. On va avoir en réalité moins de 10 ans, sur cette décennie, beaucoup de choses vont se jouer, et ce que j'ai retenu du discours du président de la République, c'était d'abord le cap stratégique qu'il avait fixé à ce qu'il a appelé, et ce n'est pas neutre, la nation automobile. Parce qu'effectivement, nos métiers, l'automobile, notre industrie, qui fait travailler un Français sur 10 en France, est intimement liée depuis son origine à l'idée de nation. Ça lui est même consubstantiel. Puis quand on parle d'automobile, de mobilité, c'est surtout associé d'abord à l'idée de liberté. Bien sûr, ensuite, il y a l'éco-responsabilité. Et en termes d'éco-responsabilité, la filière, en fait, n'a pas attendu le tournant stratégique qui est en train d'être pris et qui s'accélère pour être éco-responsable. En réalité, l'automobile, sur le plan énergétique, sur le plan écologique, sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, a fait beaucoup plus de progrès qu'on ne le dit. Oui, les voitures consomment beaucoup moins et c'est seulement l'un des aspects de la question. On parle beaucoup vos confrères parlent beaucoup, à juste titre, du prix du carburant, ramené par rapport au salaire moyen. En fait, on a des possibilités aujourd'hui qui n'ont rien à voir par rapport aux 20 dernières années. Donc c'est une filière qui est par essence en mouvement et à laquelle on demande une accélération d'ordre absolument historique sur les 10 prochaines années. Et alors, cette émission, on aime bien se projeter dans l'avenir. Dans le discours du président de la République, j'ai vu plus de stratégies coopératives entre les constructeurs nationaux. Ça m'a quand même fait tiquer. Vous qui les connaissez bien, vous imaginez, pardon de parler aussi de vos concurrents, mais Renault et PSA travailler ensemble? Je pense que le président de la République, ça a pu crisper un peu, mais il est là aussi pour fixer un cap stratégique et puis pour favoriser, animer un tronc commun entre nos différents constructeurs, équipementiers, sous-traitants, distributeurs, réparateurs. En fait, c'est tout un écosystème qu'il faut faire évoluer dans le même sens. On parlait d'éco-responsabilité ou encore de trajectoire durable. Pour inscrire cette filière dans toute sa diversité dans une trajectoire durable, immanquablement, il faut que la filière soit plus solidaire entre ses différentes composantes. C'est tout un bloc très disparate, très hétérogène, avec de très grandes entreprises mondialisées. Et puis de l'autre côté, il y a les TPE artisanales en Corrèze ou en Normandie, dans tous nos territoires, qu'il faut faire évoluer. Cette modernisation, cette accélération, l'un des enjeux, c'est d'accélérer l'innovation, mais aussi de favoriser la diffusion de cette innovation à tous les échelons de la filière. Et donc, on passe un peu d'une vision très verticale, très classique, très conventionnelle, à une vision des mobilités, beaucoup plus horizontale et qui implique effectivement, de notre point de vue, que les différents acteurs travaillent de manière différente. C'est-à-dire que si on veut tenir l'objectif 2030, il va falloir être un peu plus horizontal et travailler un peu plus ensemble. C'est ce que je retiens de votre... L'objectif dont vous parliez, que vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire de produire 2 millions de véhicules électriques sur le sol national dans les 10 ans qui viennent, cela veut dire une stratégie collective extraordinairement robuste et un saut qualitatif collectif extrêmement rapide qu'il faut opérer. Donc c'est forcément un collectif France qu'il faut embarquer sur ce projet. Élise Remarque, vous disiez tout à l'heure que cette révolution, on va parler du reste, mais de l'électrique, elle était aussi subie, et je pense que pour les constructeurs, ça a quand même été un choc. Et là, je parle de la pression européenne. Le nouveau paquet climat de la Commission européenne s'appelle Fit for 55, qui pour l'industrie auto, évoque l'hypothèse d'abandonner les véhicules hybrides en 2035. Moi, je me mets à votre place. C'est-à-dire qu'on est on invente des voitures, on invente des véhicules hybrides pour justement répondre aux demandes et à la demande d'éco-responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi des consommateurs, évidemment. Et puis là, on nous dit, fini, même les hybrides, il faudra les jeter. Comment vous réagissez à ça ?
On réagit déjà en essayant de prendre en compte tous ces éléments pour se transformer. C'est vrai que historiquement, l'automobile a travaillé sur des énergies qui permettaient d'apporter, on va dire, de l'efficacité dans les mouvements du quotidien pour les consommateurs. Et c'est ce qu'on a travaillé historiquement avec des moteurs essence, diesel que tout le monde connaît, même avec des alternatives au gaz qui pouvaient exister jusqu'à maintenant. Et les constructeurs, évidemment, n'ont pas attendu une transition électrique forcée pour pouvoir travailler sur différents aspects. La preuve en est que l'électrique a vu le jour il y a plusieurs décennies maintenant. Bien sûr. Et effectivement, au démarrage, a eu un petit peu de mal à émerger, mais les objectifs effectivement d'engagement du climat ont accéléré cette transformation et ont fixé effectivement un cap sur une transformation vers l'électrique à court terme. Donc ça, c'est effectivement un fait. Maintenant, il faut prendre cet objectif et effectivement s'adapter à ça, même si ça n'empêchera pas les constructeurs de travailler sur d'autres alternatives, sur des carburants de synthèse, sur de l'hydrogène, sur d'autres possibilités par la suite. Mais pour l'instant, ce que les constructeurs font et ce que nous faisons, en tout cas à l'échelle de CAT Cupra, c'est transformer nos façons de fonctionner, nos objectifs industriels, nos objectifs de vente et nos façons de travailler pour effectivement déjà réussir cette transition électrique. Et pour preuve, aujourd'hui, on est en phase de lancement de la marque Cupra sur le territoire européen. Et cette marque a vocation, d'ici à 2030, à être 100% électrique. Donc 100% des modèles de la marque Cupra seront électriques à cet horizon-là. Donc oui, on a pris cette transition comme étant un objectif qu'on va formaliser d'un point de vue industriel. Avec une chaîne, puisqu'on est sur Cupra, avec une chaîne de production neutre en carbone, ça signifie quoi en termes d'investissement, d'infrastructure, ça ? Ça signifie une transformation de l'outil industriel. C'est vrai que c'est certainement le plus profond à faire changer du point de vue du constructeur. C'est comment est-ce qu'on transforme nos usines. Déjà, on va transformer les usines dans leur fonctionnement parce qu'il faut alimenter ces usines avec du coup des énergies qui sont plus vertes. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait sur l'usine de Zwickau qui va produire Cupra Born, qui est notre premier modèle 100% électrique de la marque, qui est alimenté par des énergies vertes et donc effectivement par de l'éolien, par du solaire. Donc le groupe construit des formules en fait, qui permettent de s'alimenter de cette façon. Et ensuite, on transforme aussi la façon de produire les voitures pour avoir des matériaux qui sont plus green, pour avoir effectivement des façons de travailler avec les ouvriers qui sont plus responsables, et donc effectivement avec cette neutralité carbone qui doit faire partie de la chaîne de production. À quelle vitesse, Xavier Auran, on peut transformer comme ça une chaîne industrielle ? Et je reviens à la question sur l'abandon de l'hybride rechargeable en 2035. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On a pris un pivot, donc on met en branle toute la machine industrielle. À quelle vitesse on peut le faire ? Une trajectoire durable, elle est durable parce qu'elle est aussi soutenable. Et pour qu'elle soit soutenable, il faut qu'il y ait un financement. Et donc, il faut que la filière puisse rester rentable. Donc, les centaines de milliards d'euros qui vont être mobilisés par l'ensemble des acteurs au cours des prochaines années, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et l'hybride fait partie de ces solutions qui apportent aussi des marges, qui viennent nourrir la recherche et le développement, les investissements, que ce soit dans les usines ou dans la partie distribution. Élise a parfaitement bien parlé de la partie production, mais il y a aussi toute la partie recyclage dans laquelle il va falloir investir de manière absolument massive pour être cohérent et construire ensemble cette trajectoire durable. Donc, l'un des grands débats qui effectivement va agiter la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier prochain, à l'agenda du président de la République, il y a quelques dossiers automobiles qui seront extrêmement structurants pour les 10 ans qui viennent. Il y a effectivement l'avenir de l'hybride dans le mix énergétique qui est en train d'évoluer. S'il n'y est pas, ça va poser de très graves difficultés à tous les échelons de la filière. Avec peut-être une possibilité de dérogation pour pousser jusqu'en 2040, c'est ça, c'est ce qui est un peu. Il y aura la question de l'agenda, il y aura la question de la vitesse, c'est-à-dire plus exactement de la pente de réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, on parle de moins 55%, ça pourrait être sévérisé à l'initiative de pays qui sont aujourd'hui non constructeurs. Donc il va y avoir un débat très politique lié aux objectifs climatiques, évidemment, qui va se nouer dans les 6 mois qui viennent. Il y a accessoirement les discussions liées à une nouvelle norme qu'on appelle la norme Euro 7, qui rentrera en application en théorie en 2025. Si cette norme était trop sévère, ça pourrait disqualifier de facto un certain nombre de motorisations et donc inciter les constructeurs finalement à faire un saut en termes de mix énergétique sur la technologie d'après et donc à faire des choix d'investissement pour effectivement se focaliser sur l'électrique 100%. Mais dans cette vaste révolution, il y a une personne qu'il ne faut jamais oublier, c'est le client, c'est le marché, que ce soit le particulier ou que ce soit l'entreprise. Et donc c'est là où on retrouve aussi les problèmes des questions de financement et d'accès aux solutions de mobilité que la filière peut proposer. Et donc on voit que c'est un problème, en fait, une équation
extraordinairement complexe dans laquelle on a encore beaucoup d'inconnus. Donc ce qui est très important, ce que nous attendons au niveau de la filière, c'est une stabilité importante de l'ensemble des dispositifs, qu'ils soient nationaux ou européens, une lisibilité, parce que c'est une industrie, c'est un commerce du temps long, pour les investissements opérés au niveau des producteurs, naturellement, des industriels, mais aussi pour un consommateur. Acheter une voiture dont on a impérativement besoin, encore une fois, le débat sur le carburant a souligné combien la voiture a une place centrale dans notre économie et dans notre société. Et donc acheter une voiture avec des mix énergétiques qui sont en train de s'élargir et qui complexifient aussi la perception qu'on peut avoir du marché, on voit que quand on parle de révolution, on a vraiment beaucoup de travail à faire, mais en même temps, c'est passionnant. Ouais, c'est effectivement une période assez dingue, hein, pardon, mais c'est quand même que nous sommes, que vous êtes, vous, dans votre secteur, en train de vivre. Et d'ailleurs, je réemploie ce terme, c'est dingue, Élise Remarque, de se dire qu'un constructeur automobile propose des trottinettes électriques, quoi, parce que c'est dans la révolution dont on parle, vous avez complètement revisité, réinventé la gamme, quoi. Exactement, puisque quand on parle d'éco-responsabilité, on parle de tous les aspects de nos métiers. Et effectivement, ce que disait très justement Xavier, c'est qu'en bout de chaîne, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est le client. Et aujourd'hui, ce consommateur final, il a besoin aussi de sentir que cette éco-responsabilité, elle est portée à tous les niveaux. Donc sur des promesses de produits qui se veulent différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de Paris et effectivement des embouteillages qu'on peut subir au quotidien. Il y a d'autres moyens de la voiture qui peuvent compléter un parcours de vie urbaine au quotidien dans la mobilité. Et typiquement, effectivement, des trottinettes électriques ou des scooters électriques, comme on en lance aujourd'hui chez Seat, font partie potentiellement de ce parcours et font partie d'une transformation nécessaire sur la mobilité au sens large. Donc effectivement, travailler sur ce sujet de l'éco-responsabilité, ça veut dire travailler sur des produits qui vont être adaptés à la vie de tous les jours de nos concitoyens. Ça veut dire travailler sur des services qui vont leur faciliter l'accès à la mobilité éco-responsable. Ça veut dire travailler aussi à des actions qui vont permettre nous-mêmes de porter ces valeurs dans nos actions. Typiquement, je prends un exemple assez simple de mes actions du marketing au quotidien. Quand on fait une grande campagne d'affichage, par exemple, aujourd'hui, on récupère les bâches qu'on a publiées sur, par exemple, la façade du Louvre et on les recycle pour en faire, par exemple, des pochettes, des porte-cartes ou ce genre de choses pour pouvoir avoir une action qui soit plus responsable et qu'on puisse porter de manière globale. Ouais. Et dans les matériaux, pour les voitures, hein, là, je reviens aux voitures, il y a, là aussi, est-ce que vous faites évoluer les matériaux ? Est-ce on était sur l'économie circulaire juste avant, est-ce que vous l'intégrez à vos process aussi ? Absolument. Déjà dans la façon de produire les voitures, puisque typiquement nos ouvriers sont aujourd'hui motivés, incentivés à pouvoir trouver des alternatives de fonctionnement pour avoir effectivement ne serait-ce que des manipulations plus éco-responsables dans leur travail du quotidien. Ça fait partie vraiment de la culture d'entreprise, mais aussi parce que dans les matériaux utilisés, on va aller vers des matières de plus en plus éco-responsables. Et typiquement un exemple sur la Cupra Born qu'on est en train de lancer. Cupra Born est équipée d'origine de sièges baquets en matériaux de plastique recyclé issus des océans. Donc la fameuse initiative Sequal que vous connaissez probablement, qui permet d'équiper nos sièges avec des matériaux recyclés nobles, mais effectivement en utilisant, là pour le coup, des déchets marins qui nous permettent effectivement d'aller dans ce sens du matériau éco-responsable. Xavier Oran, la circularité, c'est-à-dire que la façon dont on peut recycler une voiture après son usage, ça aussi, il y a eu un progrès dont on soupçonne peut-être pas forcément l'ampleur. Bien sûr, c'est une filière à part entière qui existe en France depuis en fait des décennies, qu'on appelle aujourd'hui les recycleurs automobiles. Mais je vois qu'une marque, en l'occurrence Renault, a basé une stratégie, notamment à Flins, pour justement reconfigurer ce site autour en particulier du recyclage, pas simplement. Donc on voit qu'il y a aussi une valeur qui va être nouvelle, qu'il faut repenser. Il y a des chaînes de valeur qui sont en train en fait d'être totalement repensées. Mais c'est une filière qui va innover, qui est créatrice d'emplois, qui est beaucoup plus industrielle et professionnalisée qu'on le dit, parce qu'on a encore l'image des casseurs en tête. Ça ne correspond plus du tout à la réalité. Ce sont des entreprises qui sont agréées, qui sont extrêmement contrôlées, qui sont très innovantes et qui permettent de boucler la boucle, si je puis dire. On parle d'économie circulaire. Là, on est vraiment un cas tout à fait opérationnel, tout à fait concret, et qui permet à la filière d'être exemplaire, encore une fois, dans sa manière dont elle pense son écosystème. Et juste un chiffre, parce que avec les primes à la conversion et le renouvellement du parc qui s'est accéléré en partie sur ces 2-3 dernières années, on est passé grosso modo d'1 million de véhicules hors d'usage que cette filière du recyclage absorbe à 1 600 000 véhicules qui sont éliminés chaque année. Donc quand on parle de réduction d'émissions de CO2, en fait, il faut aller rechercher des effets massifs et donc il faut continuer à accélérer
le renouvellement du parc automobile de manière à capter des gains les plus importants possibles, les plus massifs possibles en termes d'émissions de CO2. Donc le recyclage automobile est un acteur qui est totalement intégré dans une économie effectivement dite circulaire et qui est probablement une grande partie de l'avenir de l'industrie automobile en France. Et Élise Remarque, il y a une dernière question que je voudrais vous poser qui nous ramène à la compétition. Moi, je suis toujours fasciné, je fais plusieurs émissions sur les 24 heures du Mans, à quel point une course comme celle-là a pu irriguer nos usages, nous, d'automobilistes depuis des décennies. Elle a quoi, plus de 100 ans, je crois, les 24 heures du Mans. C'est vrai aussi pour la course, la e-course automobile. Absolument. Et c'est vrai que... Parce que vous avez... alors, je ne sais plus laquelle de vos marques participe. Cupra, c'est Cupra, c'est ça. Hein. On a la chance, effectivement, de pouvoir repenser toute la chaîne de valeur. C'est important d'un point de vue à la fois industriel, d'un point de vue client, d'un point de vue du fonctionnement global de notre industrie. Et c'est vrai que la compétition en fait partie, puisqu'historiquement, la compétition est au cœur de l'automobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cupra s'est très largement engagé dans cette mission, notamment sur 2 aspects de la course. L'aspect Pure ITCR, d'ailleurs sur lequel Cupra vient de gagner le championnat du monde le week-end dernier, donc c'est totalement d'actualité, mais aussi en portant en collaboration avec ABT, une écurie en Extreme E, qui est une toute nouvelle discipline qui s'est montée depuis quelques mois, qui est vraiment une course à vocation de sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur le changement climatique, et soutenue par les initiatives des Nations Unies par rapport justement au plan climat. Donc on est totalement investi là-dedans et on veut démontrer avec ça que la course automobile, l'aspect racing de l'automobile peut totalement être inclus dans cette démarche et qu'on peut prendre plaisir à voir de la compétition automobile, à conduire une voiture, tout en étant responsable. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous propose tout de suite Smart Move avec un skate long de 2,60 m. J'ai pas les bras assez longs, ça tient pas. Smart Move, et je vous présente mon invité tout de suite, Anne Laliron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice produits futurs et solutions de mobilité chez Citroën. Alors, avant de parler je parlais d'un skate de 2,60 m, avant de parler de cet objet, ou de ces objets d'ailleurs, peut-être l'initiative qui le porte, ça s'appelle The Urban Collective, c'est 3 grandes entreprises françaises. Lesquelles et avec quelle idée ? Donc effectivement, avec le groupe Accor et également JC2Co ainsi que Citroën, nous nous sommes proposés il y a quelque temps de nous poser la question de la mobilité urbaine du futur. Et nous avons constitué ce qu'on appelle le Urban Collectif afin de se poser cette question de façon collective ensemble et essayer de proposer justement une vision des solutions innovantes pour tenter de résoudre les problématiques de la mobilité urbaine et notamment la congestion, les bouchons, le fait qu'aujourd'hui quand vous prenez votre voiture en ville, notamment aux heures de pointe, c'est plus du tout un plaisir. Et comment réenchanter finalement cette mobilité, mais également trouver des solutions pour réduire la congestion des villes. Améliorer la qualité de vie en ville. La RATP, dans sa raison d'être, a résumé ça avec la formule la qualité de ville, ce qui est assez bien trouvé. Vous lancez le Citroën Autonomous Mobility Vision. C'est quoi exactement ? C'est dans le titre, finalement. C'est une vision. Oui. On veut poser sur la table une vision, poser une question, finalement, pour répondre à cette contrainte forte de congestion dans les villes et finalement de redonner du plaisir au transport, à la mobilité urbaine. Donc on est vraiment dans une vision où on se propose de justement commencer à donner des pistes de solutions, que sont le skate et les pods. Alors c'est quoi ? D'abord ce skate. Est-ce qu'il porte bien son nom ? Oui, alors effectivement, le Citroën Skate ressemble un petit peu à un skateboard, un peu plus grand, on va dire. Alors voilà, on voit une image pendant que vous nous parlez. Ça fait quoi ? 2,60 m de long ? 2,60 m de long, effectivement. Ça fait 1,60 m de large et 50 cm de hauteur. En fait, il faut considérer ce skate comme un robot autonome, en fait, qui va travailler presque 24 heures sur 24 et dont on va pouvoir maximiser justement l'utilisation. Donc le principe, c'est qu'en fait, on va décorréler la technologie de l'expérience client. Alors,
Je vais vous expliquer comment. Allez-y. Donc vous avez le skate qu'on voit ici, qui est effectivement un objet autonome, comme un robot, qui va venir transporter les pods. Donc les pods sont dans les éléments dans lesquels les consommateurs vont être transportés et vont pouvoir profiter du voyage pour faire autre chose. Donc on a réalisé 3 types de pods, donc avec JC2Co, Pullman et Sofitel. Alors on en voit un là. Voilà, celui de JC2Co, c'est l'abri de bus mobile. Ok. Et donc l'idée, c'est que les pods, donc ici celui de JC2Co, celui de Sofitel ou de Pullman, vont pouvoir être transportés par le skate, qui lui est complètement autonome, qui est une base roulante autonome. Alors l'objectif, c'est que derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir une solution qui soit soutenable d'un point de vue économique. La mobilité autonome, qui pourrait être une solution à la congestion, au problème de bouchons dans les villes, on voit bien la difficulté que l'on a à la diffuser largement, au plus grand nombre, pour tout le monde, de par le surcoût que cela génère sur des véhicules particuliers. Les véhicules particuliers sont garés 95% du temps. Donc embarquer une technologie aussi sophistiquée que la technologie autonome pour 5% d'usage, c'est un non-sens d'un point de vue sustainabilité, utilisation des ressources et économique. Et là, l'idée, c'est que le skate, il a la technologie, mais par contre, il est utilisé 24 heures sur 24 et il va transporter. Il va passer d'un usage à l'autre. À tour de rôle, exactement. Dans la journée, il va vous emmener au travail et vous allez faire votre sport dans le pod Pullman. Vous allez pouvoir faire du rameur ou du vélo, à votre choix. Pendant le trajet. Exactement, pendant le trajet, plutôt que de râler derrière votre volant et de klaxonner. J'achète. Et le soir, vous allez aller chercher des amis étrangers qui sont au Sofitel. Vous allez aller les chercher dans la cellule Sofitel, le pod Sofitel, pour aller ensemble au théâtre, par exemple. Et donc, c'est le même skate qui va vous transporter plein de personnes dans la journée, la famille qui va, les enfants qui vont au sport, etc. La nuit, ce même skate peut aussi servir à la ville pour le transport des déchets, pour plein d'autres usages. Et en fait, on maximise l'utilisation de la technologie. Alors là, c'est quoi? C'est une vision? Il y a une perspective de production où on est vraiment dans le conceptuel pur? Alors, à ce stade, on est dans la vision. On s'est proposé justement avec nos 2 partenaires de poser cette vision sur la table et de la partager avec l'ensemble de l'écosystème. Parce que cette vision ne peut se transformer que si on travaille l'infrastructure, l'écosystème avec les collectivités locales, avec l'ensemble des partenaires. On est vraiment dans un système qu'on appelle open source, où le skate finalement peut avoir une multitude d'usages dans la journée pour en maximiser donc le taux d'utilisation et donc la rentabilité. Et en fait, on se propose avec cette vision justement de commencer à débattre sur des applications potentielles de ce genre de mobilité qui se veut vraiment pour tous. Et donner accès à la technologie à l'ensemble de la population finalement. Évidemment, c'est électrique. Oui, bien sûr, 100% électrique. Et le système de recharge, vous l'avez imaginé, parce qu'on est dans une vision, comment? Alors, on est vraiment dans une vision où on veut aussi maximiser, comme vous avez compris, l'utilisation des ressources. L'utilisation de la ressource de mobilité autonome, plutôt que de l'utiliser 5%, on l'utilise tout le temps. Et également sur les batteries. Plutôt que de se dire, on va maximiser l'autonomie du robot en mettant énormément de batteries et donc un usage de ressources importantes, on va être plutôt sur une batterie minimaliste, mais avec ce qu'on appelle de la recharge par induction. Donc pas de câble, par induction directement, et sous forme de biberonnage. C'est-à-dire... Rapidement, parce que le temps file. En fait, le skate va faire des petits déplacements à chaque fois. Et à chaque fois, il va s'arrêter quelques minutes pour changer de pod, pour récupérer des consommateurs, etc. À chaque arrêt, il va se charger un petit peu. Et comme il fait des petits trajets, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme batterie, il se recharge très régulièrement. On a hâte de voir cette vision prendre forme. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de découvrir ce skate et ces pods imaginés par Citroën. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Smart Future. Je voudrais remercier Caroline Ricros qui est à la production, à la programmation, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. À très bientôt sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.